Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes bien installés, parce que ce soir il va y avoir du sport. Évidemment, on va débriefer ces quarts de finale, retour de Ligue des Champions, petite projection également sur les demi-finales. Et je voulais d'abord commencer par ça, parce que je trouve ce dernier carré vraiment très kiffant. On a un petit peu tout qui est réuni, mais on a quatre clubs qui ont fait une très belle saison en Europe, quatre clubs de quatre pays différents, quatre entraîneurs que j'apprécie beaucoup, avec des styles, des personnalités. Pas mal d'incertitudes aussi parce qu'évidemment tout le monde se dit bon on aura PSG Barça parce que ce sont peut-être les deux équipes qui ont le plus impressionné cette saison, mais je crois que c'est pas du tout fait et qu'on va avoir deux matchs deux confrontations assez indécises avec l'Inter qui peut poser pas mal de soucis au Barça, même si on a pu voir que voilà la défense interiste n'était pas aussi infaillible, et puis Arsenal vraiment les retrouver avec le PSG, avec bien sûr un match qui n'aura sans doute rien à voir avec la victoire des Gunners en phase de groupe. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas eu un dernier carré comme ça qui m'avait autant attrapé, hypé par rapport aux quatre équipes. Et je pense qu'on va sincèrement se régaler, qu'on va avoir, ouais, comme je vous le dis, pas mal d'incertitudes. Me dire qui va gagner, voilà, avec des champions. Alors évidemment, il vous reste que 4 possibilités, donc oui, les options sont restreintes. Par contre, je me dis qu'on va avoir des matchs, ouais, qui peuvent tourner dans un sens ou dans l'autre, et que c'est pas du tout fait pour le PSG, mais aussi pour le Barça. Et tant mieux, parce que sincèrement, ouais, je me dis que là, tu vois, en plus, on va être début du mois de mai, tout ça, c'est la meilleure période, le printemps, le soleil qui est encore là quand il y a le coup d'envoi. Non, vraiment, c'est top. Et du coup, bah, on va aussi revenir sur ces quarts de finale, les enseignements, ce qu'il faut retenir. Est-ce que il faut s'inquiéter, s'alarmer pour le PSG, le Barça? Bon, je pense qu'on est peut-être allé loin sur certaines conclusions. Il faut aussi rendre hommage à Dortmund et Aston Villa parce qu'ils ont fait des bons petits matchs. C'est vrai que si on regardait l'écart aller, finalement, on se disait peut-être aller le plus de suspense, il n'y avait qu'un but d'écart sur le Bayern Inter, et on sait qu'au Bernabeu, au Real Madrid, il peut se passer des choses des fois surnaturelles. Donc évidemment, il y avait un gros focus sur la soirée qu'on vient de passer, mais finalement la soirée la plus agréable, celle où on a vu le plus de trucs, même si c'est vrai que l'Inter Bayern était assez divertissant, c'était hier. Hier, c'était finalement deux équipes qui n'ont pas calculé, qui ont joué leur va-tout. Il y en a une qui était pas loin de le faire, l'autre qui, je pense, a surpris beaucoup de monde, mais voilà, l'écart était trop important. Et finalement, c'est des belles sorties, je trouve, pour Villa et Dortmund. Et aujourd'hui, ouais, comme le dit Ewen, c'était la sieste. Et pourquoi c'était la sieste? Bah, que pour le Real, bah, on a une équipe, on va pouvoir revenir là-dessus, mais c'est vraiment très limité. Et j'ai même plus que limité, pour moi, c'est médiocre collectivement. Alors, évidemment, avec autant d'individualité, de temps en temps, ça peut faire des différences, mais comme je vous le disais, si je devais, avant de vous saluer plus en détail, je trouve que j'ai rien contre le Real. Moi, je suis pas barcelonais, je suis pas madrienne, je supporte personne, donc vous connaissez, c'est mon avis en tant que personne neutre. Je trouve que ce qui s'est passé ce soir pour le Real et sur la double confrontation, et même sur l'ensemble de la saison, c'est une bonne leçon. Parce que, bah voilà, à force de s'en remettre juste à des individus, à s'en remettre à, voilà, on jette une pièce en l'air et souvent ça tombe du bon côté pour nous, bah sincèrement tu te fais un peu flinguer parce qu'il y a des équipes qui bossent mieux que toi, il y a des équipes qui sont mieux armées collectivement, il y a des équipes qui savent mieux défendre, il y en a qui savent mieux mettre leur talent dans les meilleures dispositions, et tu te retrouves sorti en quart de finale. Alors pleure Mbappé, je pense qu'on reviendra là-dessus. Est-ce que Mbappé est l'un des fautifs? Oui. Est-ce que c'est le fautif? Non. Je pense qu'il y a énormément de choses à redire sur la stratégie madrilène, Ancelotti, Pérez, les autres joueurs. Moi, voilà, j'ai pas envie de juste dire c'est Mbappé ce soir qu'on doit incriminer. Après, vous savez comment c'est, hein. Quand tu arrives dans une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, que t'es le changement, le joueur emblématique qui arrive et que tu te fais sortir dès l'écart, oui, évidemment que là, il va prendre cher. Mais si vous remettez tout sur la faute de Mbappé, c'est je pense que vous n'avez pas vu les matchs ou ce qui se passait autour du Real, parce qu'évidemment je suis déçu, et il m'a déçu cette saison, parce que à part aller le triplé contre City, ouais, il n'y a pas eu cette étincelle, ce dont il a été capable lors des années précédentes. Et là, pour le coup, je suis bien curieux de voir comment le Real va se retaper. Alors normalement, Alexander-Arnold arrive. On va voir d'autres changements, mais ouais, pour moi, il faut un milieu supplémentaire. Et je suis pas un de te dire qu'il faut aussi un latéral gauche, un défenseur central. Et peut-être qu'il faut trancher entre les quatre devant et en faire partir un, parce que à voir si Ancelotti reste, je pense pas. Pareil, hein, le coach qui arrivera. Mais je suis pas sûr qu'avec les quatre comme ça, tu puisses tenir longtemps et tout, parce qu'entre les égos, l'incompatibilité, le manque d'effort et tout, c'est ce que demande
le foot d'aujourd'hui, hein. Tu peux pas te contenter de ça. En tout cas, vous êtes nombreux encore ce soir. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour saluer évidemment ceux qui sont souvent présents comme Brandon, comme Marco Leptic. Ça fait bien plaisir. Ninor, Soso Chat, modératrice. Et même des personnes qui sont là pour la première fois comme Emric. Ça, c'est super chouette. Faxa aussi, très très content de voir des petits nouveaux qui débarquent. Ça, c'est toujours bien chouette. Ouais, on va aller petit à petit sur les débriefs de ces matchs-là. L'ambiance, ouais, aucun soulèvement. En fait, je pense que le premier but a tellement abattu le public et toute cette atmosphère que le but de Vinicius qui vient sur un coup du sort avec l'erreur de Saliba, il n'y a pas eu ce truc. Par contre, c'est vrai que s'ils avaient peut-être marqué, comme tout le monde le disait, dans le premier quart d'heure, ça aurait été différent. Mais après, oui, évidemment que ce qu'on a pu voir au cœur du Real Madrid avec ce scénario, ce roman qu'on a voulu nous vendre, à savoir qu'ils allaient faire cette remontée, que 90 minutes au Bernabéu c'est très très long et tout. J'ai vu beaucoup de tweets qui vont faire oui effectivement 90 minutes au Bernabéu c'est très très long parce qu'on s'est ennuyé ferme, et ça je suis totalement d'accord avec vous, que voilà, Arsenal c'est une équipe de gentils garçons, il suffira d'un grain de sable dans la machine et tout va dérailler. Non, je pense que l'Arsenal est une équipe sérieuse qui a fait justement son apprentissage avec des champions l'an dernier. Souvenez-vous, Arsenal l'an passé était tombé contre un Bayern qui n'était pas le Bayern le plus impressionnant, celui de Thomas Tuchel qui était d'ailleurs parti en fin de saison. Et on se disait, bon bah Arsenal a un gros coup à jouer parce qu'en plus ils étaient encore peut-être en lice pour le titre de PL. Et finalement, bah, ils s'étaient fait punir par un Bayern qui a plus d'expérience. Et ça, je pense que dans l'ère Arteta, ça leur a servi de revenir avec des champions, de redécouvrir à quoi le niveau de l'élite européenne, qui est, je pense, même si la première ligue c'est le meilleur championnat, celui où il y a le plus de compétitivité, la Ligue des Champions c'est totalement différent, je pense, dans le ressenti, la manière d'aborder ces rencontres. Et je pense qu'il fallait voilà, passer par cette étape, même si c'est dommage parce que Arsenal a loupé le coche et aurait pu aller en demi-finale. Mais voilà, cette saison ils ont terminé top 8, le PSV ils se sont baladés, là ils ont fait un quart de patron contre le Real, ils sont bien présents et c'est tout à fait logique de les voir à ce niveau-là. Merci beaucoup Lilian pour le petit abonnement qui régale Exi sur le live. Merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Oui, aussi l'histoire du stade, évidemment, on le renferme. Alors oui, ça peut faire un peu plus de bruit tout ça. Oui, là, après, comme je vous dis, je pense qu'ils en ont fait des caisses. Après, on sait qu'avec le Real, il n'y a qu'avec eux qu'on peut avoir autant de paroles dans la presse, de posts sur les réseaux, de se dire ça va se passer, ça va se passer. Mais même si évidemment, comme je vous l'ai dit, moi j'étais sûr qu'Arsenal allait se qualifier parce que c'est une équipe qui a fait un match sérieux à l'aller. Défensivement, ils savent souffrir. Ce soir, ils ont fait leur match tranquille, sans paniquer. C'est à la différence d'autres équipes hein, qui ont passé voilà, des matchs retour un peu plus délicats. Est-ce que Arsenal ce soir a été mis en difficulté? C'est là aussi tu vois qu'il y a des trucs qui vont pas. Genre le premier tir cadré qui vient à l'heure de jeu sur la frappe de Vinicius pour le Real. On parle d'une équipe qui doit remonter quand même, hein, pas d'une équipe qui doit défendre. Heure de jeu, premier tir cadré. Et à un moment donné, il y a une stat qui s'affichait 16 tirs de cadré. Là c'est quand même très très chaud. Et ouais, ce Real n'a pas été capable en fait d'impulser cette folie, d'envoyer des signaux forts, de se mettre en route. Il y a eu beaucoup de séquences où on voyait carrément Rudiger avant-centre à on va dire même dès la 25e 30e minute de jeu, donc vraiment particulier. Ouais, c'est une équipe qui a pas été j'ai jamais senti à aucun moment je me suis dit il va se passer peut-être quelque chose. Allez, si je dois vous dire la séquence d'ailleurs qui a été interminable, la VAR sur l'accrochage Rice-Mbappé, là je me suis dit s'il y a pénalty là, après Courtois est sorti le pénalty, là il peut se passer quelque chose. C'est le seul moment où je me suis dit alors peut-être. Et finalement, il n'y a pas eu pénalty de la part de François Le Texier qui s'est bien montré hein, ce soir. Il a été bien actif, notre François national. Ah, il avait le syndrome du personnage principal. Hein. Je crois qu'il voulait avoir ses highlights. Mais ouais. Et le but, c'est vrai que le but en plus il vient d'une erreur individuelle, c'est même pas un truc qui aboutit quoi. Oui c'est vrai, par contre ça c'est très important de le noter, le point noir de la soirée d'Arsenal c'est évidemment
le carton jaune pour Thomas Partey qui sera absent lors du match aller Arsenal-PSG. On rappelle que le match aller se rejouera à l'Emirates, le retour au parc. Donc ça a quand même son incidence, son importance, parce que Thomas Partey a fait une double confrontation très très solide. Donc c'est vraiment à noter quoi. Ils vont mettre qui du coup? Bah, t'as peut-être... T'as quelques opportunités quand même au milieu. T'as Jorginho, t'as Zinchenko, peut-être qu'ils vont reculer Merino, à voir un petit peu qui va occuper ce rôle-là. Moi, je pense plutôt Zinchenko aussi. Je pense aussi pour ce match... Ouais, peut-être Lewis Kelly, parce que c'est son poste naturel, mais je pense qu'Arteta aime beaucoup cette ligne de 4 qui n'a pris qu'un but contre le Real en 180 minutes, quoi. Jorginho blessé, ok. Merci les gars pour votre petit mot. Penses-tu qu'avec, salut le Rasplinter, penses-tu qu'avec l'élimination des favoris au Ballon d'Or, Dembous peut avoir sa carte à jouer? Ah bah oui, évidemment. Haaland, Vini, Mbappé, tout ça, ciao ciao. Oui, bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, le Ballon d'Or, il peut se jouer entre Rafinha, entre Pedri, entre Yamal, Dembélé. Il faut pas aussi exclure un Lautaro Martinez parce que il est en train de faire une sacrée saison, on va revenir juste après, mais Lautaro qui vient de marquer sur son 5e match consécutif de LDC, s'il y a triplé au bout, ça peut être quand même un beau candidat, mais à voir. En fait, peut-être le risque pour les Barcelonais, c'est ce qu'a connu Vinicius cette année. C'est que si le Barça va au bout, et imaginons que Rafinha ne fasse pas triplé demi-finale, doublé finale. Enfin voilà, j'imagine un truc où vraiment il met tout le monde d'accord. Au Barça, peut-être qu'il y aura une répartition des points parce qu'il y aura une team Yamal, il y aura une team Rafinha, il y aura une team Pedri. Et finalement, comme tout le monde va mettre Dembouz dans son top, peut-être que ça va lui profiter, peut-être que ça profitera à Lautaro. On n'est pas à l'abri d'un scénario comme ça. Et non, moi je suis content pour Arsenal parce que c'est une équipe qui évidemment n'a pas pris sa PL sous l'ère Arteta. À chaque fois, c'est soit pas loin, soit t'as des regrets. Cette saison, les regrets, où est-ce qu'ils sont? C'est peut-être un peu cette gestion du mercato hivernal. Quand on savait qu'Arsenal devait prendre un attaquant supplémentaire, après ils ont été frappés par la malchance, toutes les blessures, Martinelli, Saka, Havertz, Gabriel Jesus qui s'est même out pour tout le reste de la saison. Et quand je te dis prendre un attaquant supplémentaire, je sais même pas s'il fallait prendre un top 9, parce que prendre un top 9 à ce moment de la saison, mercato hivernal, c'est peut-être pas possible d'aller dénicher un Gyökeres, un Osimhen, mais c'est vrai que quand on voyait Matheus Cunha, je te dis pas qu'il aurait il aurait cassé la baraque. Par contre, un joueur comme ça, il peut nettement t'apporter et peut-être marquer ses 4-5 buts qui auraient peut-être comblé l'écart avec Liverpool, même si pour moi, il n'y a rien à dire. Les Reds méritent amplement leur titre, mais si jamais tu devais évoquer les aspects où Arsenal a perdu la PL, c'est peut-être ça aussi. Après, c'est les aléas d'une saison avec les blessures. Bien sûr aussi Gabriel Magalhaes qui est tombé. Après, au moins, ils ont fait le taf en Ligue des Champions, et ça, je pense que ça montre à tous les supporters qui sont peut-être restés sur leur faim de ne pas avoir encore gagné la Première Ligue, que c'est une équipe qui a progressé, qui a grandi, qui joue dans la cour des grands en Europe. Jouer dans la cour des grands en PL, c'est bien, je pense qu'ils y sont. Il manque encore une fois que ce titre pour vraiment dire ok, Arsenal est de retour, mais en Ligue des Champions c'est aussi important parce que c'est une équipe qui n'a pas gagné avec des champions, rappelle Arsenal, donc ça peut aussi compter dans l'histoire du club. Si tu prends pas de PL mais que tu prends LDC, tout le monde se dira ah ouais ok, quand même c'est une saison marquante. Et là j'ai fait un petit sondage, qui va gagner la LDC? On est à 39% PSG, 30% Barça, 22% Inter et 9% Arsenal, donc Arsenal qui est bien outsider loin. Mais non, c'est une équipe qui est intelligente, qui se précipite pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'espère que tu vas bien, Babidac. C'est fou parce que si Arsenal gagne la LDC, je vois pas qui peut prendre le Ballon d'Or. En vrai, comme c'est une équipe qui est très collective et que t'as pas de mecs, t'as des mecs qui statent comme Saka, mais t'as pas de mecs qui est au-dessus au niveau de la postérité. En vrai, ouais, Rice, il a un moment marquant qui va lui servir, je pense. Ce doublé coup franc, si Arsenal va au bout, il sera peut-être dans pas mal de top 5, par exemple. Après, gagner un Ballon d'Or, c'est pas gagner le DC. Non, c'est une certitude. Hein. Saka, non, impossible BO, il a été... Ouais, même c'est trop loin pour moi. Mais ouais, je pense que
on risque d'avoir un ballon d'or avec beaucoup, encore une fois, je vous le dis, d'avis contradictoires. Il y aura des teams, il y aura des différentes aspirations. Et toi, ton top LDC winner, oh, c'est dur. Moi, comme je vous l'ai dit, je me suis trompé de compète. Moi, avant le début de saison, j'avais un bon feeling pour Liverpool, mais en Ligue des Champions. Dommage, je ne l'ai pas eu en Première Ligue. Je crois que d'ailleurs, j'ai inversé parce que je crois que sur hors-jeu, vainqueur Première Ligue, j'avais mis Arsenal. C'est dommage parce que si j'avais peut-être switch les deux, ça aurait été un coup de génie. Euh, que vous dire? Là, c'est tellement de l'incertitude. En fait, il y a plusieurs choses. Par exemple, l'enchaînement des matchs, en ce moment, est en train de tuer le Barça. Il y a vraiment un calendrier qui est de zinzin. Euh, cette, euh, cette match en 19 jours, enfin, c'est inhumain. T'as le PSG qui a montré qu'il pouvait être en difficulté. T'as l'Inter qui peut encaisser des buts. T'as Arsenal où tu dis, bon, peut-être le secteur offensif. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Moi, si je dois en dire un, je dis le Barça. Voilà, je me mouille, je dis le Barça par rapport à un ressenti. J'ai juste peur, encore une fois, que cette accumulation de matchs, elle en crame certains. Mais si tu arrives à avoir une petite avance en Liga, que tu peux un petit peu avoir deux trois jokers et bien gérer le coup contre l'Inter, même si je pense que l'Inter peut sortir le Barça et que si j'étais barcelonais, enfin après, je vais pas dire à Hansi Flick et tout, mais évidemment, une grande méfiance. Mais voilà, c'est mon ressenti par rapport à cette équipe. Mais si l'Inter le fait, après vous me demandez un pronostic comme ça, au... allez, un petit peu au hasard. Mais ça, c'est mon ressenti du moment, quoi. Mais ça, on va y revenir juste après sur ces demi-finales parce que faut qu'on revienne évidemment sur ce qui s'est passé ce soir. Et j'ai dit beaucoup de bien d'Arsenal parce qu'évidemment, dans la lecture, on va beaucoup insister sur le chien, tu vois, lui il est tranquille. Lui il attend la Pipion League demain. Il attend le petit retour Djurgården Rapid Vienne. Ça va être son moment. Mais oui, je suis d'accord avec vous. L'Inter a le jeu pour sortir le Barça. Mais attention, parce que l'Inter, on est en train d'en faire l'anti-Barça, mais je trouve que le Barça a aussi les armes pour bouger l'Inter, quoi. Quand tu vois que le Bayern s'est procuré beaucoup d'occasions, que le Bayern a marqué 3 buts, que voilà, l'Inter, faut pas en faire non plus l'équipe qui défend à merveille sur tous les aspects. Le Bayern s'est procuré beaucoup d'occasions, Kane en a loupé à l'aller, il y en a eu d'autres au retour qui ont manqué le coche. Je pense que le Barça aura un volume d'occasion pour faire mal à l'Inter. Mais dans l'autre sens, je suis persuadé aussi que l'Inter peut se sublimer et aller bouger cette équipe, quoi. Donc c'est pour ça, après, il y a, là, quand tu arrives à ce niveau de la compétition, mais je trouve ça bien parce que tout le monde, avant l'écart, pressentait un PSG Barça en finale. Et aujourd'hui, même si ces deux équipes, elles sont qualifiées pour les demi, t'as plus trop cette certitude-là, parce que tu sais qu'Arsenal, ils peuvent regarder droit dans les yeux le PSG, et que l'Inter, t'as énormément d'atouts pour bouger et faire mal au Barça, que ce soit dans les deux surfaces. Donc ça, écoutez, j'ai envie de dire tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux, ça nous offre des scénarios un petit peu indécis. Du coup, ouais, 18 tirs, 3 cadrés. Bon, là, c'est vraiment critique. Après, sur la compo, qu'est-ce que tu veux? Ceballos, c'était peut-être pas à 100%, il revient de blessure. Tchouaméni, tu fais rentrer Vasquez. T'as toujours tes 4, mais quoi qu'il arrive, oui, c'est un échec colossal. Alors, faut pas dire saison blanche pour le Real, parce qu'on rappelle qu'ils ont gagné 2 trophées, Coupe du Monde des clubs et comment ça s'appelle, Super Coupe d'Europe. Donc c'est pas tout à fait une saison blanche. Par contre, sur le sprint final et les différents trophées qu'ils peuvent aller chercher, Ligue des Champions c'est mort, Liga il y a 4 points d'avance et t'as la finale de la Coupe du Roi qui arrive contre le Barça. Donc évidemment, si on termine juste avec ces 2 trophées qui sont importants dans la vie d'un club, mais quand tu regardes ce qui s'est passé sur le terrain là, évidemment tu peux pas être satisfait. Et est-ce que Mbappé s'est trompé? Est-ce que Florentino Pérez s'est trompé? Je pense que quoi qu'il arrive, l'envie d'Mbappé de tourner la page du PSG, encore une fois, moi je vous le redis, je pense que c'était trop tard, il aurait dû partir dès 2022, peut-être même un petit peu avant. T'as aussi
Florentino Pérez qui le désirait depuis longtemps, qui s'était pris des vents, mais finalement, voilà, aussi, parmi tous les trucs qu'on veut nous vendre, vous savez, les romans, Raymond Tada, tout ça, le roman aussi avec le Real, le train ne passe qu'une fois, si tu dis non, Real, c'est fini pour toujours, non, ça, c'est du pipeau, hein. Quand t'es un joueur comme, comme Mbappé, tu le refuses pas, hein, ça, c'est sûr, mais après, voilà, il est arrivé dans une équipe qui se connaissait bien, qui finalement a jamais digéré le départ de Kroos, et en même temps, j'ai pas envie de dire, enfin, je pense que c'est normal de ne pas réussir à tourner la page post-Kroos, quoi. Très très bon Marek Hamzik qui nous dit Tchouaméni peut gagner à Kings League, donc ça peut être un trophée, c'est vrai. Bon, il faut quand même que son équipe commence à marquer des pénaltys du président parce que entre Jules Koundé et Brian Mbeumo, ça fait un petit peu tâche. Mais oui, oui, Mbappé, il a fait ses stats, c'est le meilleur buteur, il est déjà à plus de 30 buts parce que c'est un mec qui, ça c'est sa force. Il faut quand même qu'on le dise parce qu'on va peser des pour et des contre. Si je dois mettre des arguments positifs, c'est un mec qui stat. Mbappé, il arrive dans une équipe, il stat. Voilà, il en est à 30 buts. L'an dernier, sa saison qui était quand même difficile au PSG, il a raté beaucoup de tournants, il en est à plus de 40 buts. À chaque fois, il réussit ça. Maintenant, ce qui t'apporte au-delà pour le collectif, oui, c'est beaucoup de regrets, beaucoup de questions. Les efforts défensifs, ils sont pas là. C'est le joueur qui court le moins. Et du coup, Vinicius ne court plus parce qu'il voit que le coéquipier ne le fait pas. Donc là, évidemment, bah, tu pètes ton crâne et tu te dis non, non, mais ça ne peut pas marcher tel quel parce que bien sûr, c'est presque une antithèse le Real en 2025 d'avoir aussi peu de mecs connectés qui font pas les efforts. Alors évidemment, on sait que le football 2025 nous apporte une intensité rare. On a des équipes qui se dépensent, qui courent partout, mais on est aussi pour le talent individuel qui s'exprime. Moi, ça me dérange pas, mais quand tu vois ce que te propose Arsenal comme copie collective et le Real, bah, tu sais quel élève va avoir 17 sur 20 et celui qui risque de redoubler son année, quoi. Donc il y a pas mal d'évidence. Et en plus, oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore évoqué ça. Oui, le Real qui finit à 11, il y a quand même pas mal de gestes ouais, des gestes de vilain, des gestes méchants. Rodiger, bon, sur Lewis Kelly, oui, il peut l'esquiver et tout. Bon, il y va quand même pas en mode je cherche à t'esquiver, quoi. Hein, le coup de crampon, il est sévère. Hein. Ça peut être revu à la VAR, hein, ce geste. Hein. Sincèrement, il est très très moche, je trouve. Et autre mention également, parce que on parle au-delà du terrain, Carvaral, qui, à la mi-temps du match, va chercher Saka, l'attrape par le cou comme ça et le bouscule un petit peu. Bah non, 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 ça fait de toi ça donne pas une bonne image, c'est pas ce qu'il faut faire, t'es un piètre être humain, désolé, hein. J'aime beaucoup le joueur, mais faire ça à ce moment du match, je trouve ça moche. Enfin, t'as pas à te préoccuper des joueurs sur le terrain et t'as pas à faire le cow-boy, quoi. Enfin, t'es blessé, tu t'es fait les croisés, reste en tribune et viens pas faire le mec qui met des coups de pression, quoi. Et j'étais vraiment content que Saka marque après coup parce que comme ça, il a aussi sa petite revanche. Parce que bon, c'est vrai qu'on a évoqué beaucoup d'aspects positifs sur Arsenal, mais la panenka de Saka sur un côté face à Courtois, déjà que l'arrêt, ça peut mettre en bonne condition et le gardien et le Real qui peut voilà se remettre en mode un petit peu furie, mais même le joueur, ça peut un petit peu, c'est très très bizarre son choix, mais voilà, heureusement il se rattrape bien avec une vraie belle finition et comme on dit, tout est bien qui finit bien. Ouais, la panenka est extrêmement effrayante, hein. Ça c'est clair, mais voilà, j'ai parlé, oui, Rudiger n'importe quoi, Asensio pareil, le ceinturage, même si j'ai vu certains dire le ceinturage sur Merino qui donne penalty, si tu donnes penalty sur ça, tu donnes des fautes sur tout. Et c'est vrai que juste après, je pense que le Texier, il a sifflé penalty sur l'altercation Rice-Mbappé, parce qu'avant il fait ça. S'il n'y a pas ce fait de jeu Merino-Asensio, je suis quasiment sûr que ce penalty-là, il le donne pas, parce que oui, ok, il le retient, mais tu vois, Mbappé amplifie la chute. Et ouais, non, d'un autre côté, ça me paraissait plutôt logique de ne pas l'accorder. Encore, on rappelle que une erreur ne compense pas une erreur. Après, il y a faute à Asensio. En fait, d'un autre côté, je trouve ça normal aussi de sanctionner ce genre de truc qui sert à rien où tu fais un plaquage. Oui, c'est vrai que pour moi, si je devais dire où est-ce qu'il y a le plus faute, Asensio, Merino ou Rice Mbappé, pour moi c'est Asensio. Je pense que là, pour le coup, on va être d'accord. Quel avenir maintenant pour ce Real? Que faire?
Évidemment, un petit peu de tri. Est-ce qu'il y a des joueurs qui doivent continuer, faire un petit peu ce ménage dans l'effectif? On rappelle que Théa va arriver. Moi, je vous le dis, je pense que cette équipe, il faut encore un défenseur central, un latéral gauche et un mec au milieu. Et quel milieu tu vas chercher pour organiser tout ça, quoi? Parce que là, il te faut un patron et des joueurs de cette trempe-là. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, hein. Sincèrement, c'est chaud. Guimarães, c'est vrai que lui, pour le coup, c'est une très bonne idée. Ça, on est d'accord. Barella, est-ce que tu peux amener le petit chèque qui puisse convaincre l'Inter? Ça, je sais pas. Tonali, il faut peut-être se méfier parce qu'il est encore impliqué dans une histoire de Paris. Je sais pas si vous avez vu ça, les amis. Bruno Fernandes, ouais, en vrai, si Bruno. Est-ce que Bruno accepterait d'être plus bas et tu vois, parce que là, ça ferait encore un joueur, même si je trouve qu'il peut jouer plus bas et être très bon, mais est-ce qu'il accepterait de vraiment être, tu vois, à un niveau presque plus de 6 que 8? Je ne suis pas convaincu. Kimmich, en vrai, Kimmich, on sait qu'il y a toujours des histoires peut-être et tout, mais Kimmich, vu la saison de patron qu'il fait, ce serait vraiment une belle chose. Gravenberch, j'aime bien Gravenberch pour ce qu'il apporte, mais ouais, non, j'irais plus chercher un autre profil, quoi. Zubimendi, ça peut être pourquoi pas. Est-ce que Zubimendi peut par contre te gommer tous tes défauts comme ça? Reinders, ouais, Reinders, par contre, ça peut t'amener un truc différent de Kroos, mais que j'aime beaucoup, quoi. C'est quoi le profil manquant? C'est Tony Kroos 2.0, quoi. Et là, ça va être chaud. Après, si je vais encore plus loin, pour moi, tu peux prendre Zubimendi, un autre mec. Après, je sais pas quels sont les fonds du Real, l'enveloppe mercato, mais comme au milieu, il y a pas mal de mecs que je trouve un peu, voilà, Tchouaméni, Kamavinga et tout. Attention à ne pas trop se reposer sur ses acquis parce qu'au Real, ça peut ne pas pardonner. Et ça m'étonnerait pas qu'on ait peut-être un peu plus de renfort parce qu'on a vu que cette équipe, elle avait beaucoup de mal, quoi. Madi Camara, j'ai vu vos propositions, hein. Madi Camara, Flavien T, évidemment, les grandes légendes de la Ligue des Talents n'auraient peut-être pas fait tâche sur ces 180 minutes parce que ça coince. Et après, je suis d'accord avec Fekir le 9-8, hein. Il faut trouver une solution pour les 4 fantastiques. Mbappé, il bougera pas. Il est là, il va pas partir. Bellingham, il a un profil un peu plus en retrait que les autres. Et c'est quand même un top joueur. Quand il veut, tu bougeras pas. Pour moi, ça va jouer entre Rodrigo et Vinicius. 2 scénarios. Soit Vinicius, parce que j'imagine mal le Real. Soit Vinicius accepte l'offre mirobolante de l'Arabie Saoudite, parce que ça va peut-être revenir sur le devant de la scène. On sait jamais. Ou sinon, Rodrigo part. Et alors là. Alors, Rodrigo, on en a fait beaucoup avec lui, parce que c'est vrai que c'est un vrai bon joueur. Je vais pas lui retirer ça. Mais sur la période là récente, je crois que sa série n'est pas très bonne, hein. Je crois qu'on est sur 2 petits buts sur une dizaine de matchs. Donc attention, Rodrigo, c'est un mec qui peut avoir des hauts très hauts et qui peut aussi être un peu traverser ça. Il peut avoir ses traversées du désert durant 2-3 mois. Et un top joueur mondial, il peut pas pour moi avoir une traversée comme ça sur plusieurs semaines. Et il doit au moins être décisif de temps en temps, aller un week-end sur 2. Je ne demande pas encore une fois qu'il y ait les stats de Messi 2012, mais en faire peut-être un petit peu plus. Par contre, si Rodrigo, là, vu son âge, vu ce qu'il est capable de faire, Rodrigo doit faire une figo. Ouf, là. Après, c'est vrai que si tu parles de remplacer Lewandowski, je sais pas, mais ça. Ouais, c'est quand même audacieux comme idée. Mais c'est vrai que Rodrigo, vers la première ligue, où tu as toujours des équipes avec des top effectifs, mais des fois, le 9, c'est un truc qui est un peu défaillant. Rodrigo, à Arsenal, ça ferait pas tâche. Rodrigo à Chelsea, bien sûr que ça fait pas tâche. Rodrigo à City, évidemment, il aurait aussi sa place, même si peut-être tu aurais un petit embouteillage, parce que Marmouche, il a quand même mis un petit peu le pied à l'étrier, et je pense que ça va être difficile de le bouger. À voir où est-ce que pourrait bouger Rodrigo, mais c'est sûr que pour moi cet été il faut trancher dans le vif du sujet. En fait, j'ai pas envie aussi de leur reprocher d'avoir tenté le coup. T'as 4 individualités comme ça,
fantastique, même si c'était presque sûr par rapport aux efforts, à la compatibilité, que ça pouvait aller dans le mur. Mais au moins, ils ont tenté. Ça a été un crash. Par contre, l'erreur, ce serait évidemment de remettre ça pour l'an prochain, quoi. Donc à voir. Moi, je veux Vini à City. Ah, bah, Vini à City, là, ce serait... Je sais pas si Pep a les arguments pour le convaincre. Par contre, c'est vrai que, bonne question de Nathan, si on enlève Rodrigo, comment ça se passe à droite? Je sais pas, est-ce qu'on peut imaginer peut-être un peu la version hybride du Real qui remporte la Ligue des Champions l'an dernier, avec Vini et Mbappé devant, Bellingham en soutien, et trois milieux un peu travailleurs, tout ça derrière. Pourquoi pas? Ça peut être aussi une solution. Si Mbappé accepte d'être un peu plus décalé, parce qu'on sait que bon, bah, le côté gauche, il apprécie. Après, bon, bah, Mbappé, Coupe du Monde 2018, si jamais un jour, si jamais, il veut repartir sur une belle histoire, mais je n'y crois pas. Et oui, évidemment, la dernière question, après on va passer aux autres matchs. Hâte de voir le nouveau coach. Ouais, également. Également, le nouveau coach va être déterminant dans cette histoire. Si c'est Xabi Alonso, est-ce que Xabi Alonso va pouvoir apporter ses idées et entraîner tout le monde avec lui? Je ne sais pas, parce que c'est quand même un club particulier. Et Xabi Alonso, qui connaît ce club, est-ce qu'il va se dire, je vais faire de la stabilité, je vais faire de la politique? Après, au Real, tu fais toujours un petit peu de politique quand tu es coach. Ou est-ce qu'il va oser bouger certaines choses? À voir. Xabi Alonso, cette saison, c'est moyen. En fait, en vrai, il sort de la Coupe d'Allemagne contre l'Arminia Bielefeld, 3ème division. Pour moi, c'est la vraie grosse tâche. Euh, il est à 6 points du Bayern en championnat. Il sort en 8ème contre ce même Bayern. Je suis un peu partagé. C'est moins bon que l'an dernier. Après, cette équipe a été attendue. Après, c'est vrai que des fois, ses compos, il a fait des trucs bizarres avec trop de défenseurs et tout. C'est peut-être que là, qui s'est un peu perdu, mais ça reste un coach hyper prometteur pour l'avenir. Après, le Real, ça peut être une machine à broyer. On a d'autres entraîneurs qu'on disait, bah tiens, ça peut être une belle expérience. Et finalement, Florentino, il se grattait les veines et il rappelait Zidane, quoi. Donc, ou alors, il mettait Solari en intérim, qui lui-même n'a pas su faire la différence. Donc voilà, encore une fois, bravo Arsenal, vraie belle équipe qui mérite sa qualif. Pas grand chose à dire, et on va suivre attentivement tous les changements, bouleversements qui pourraient arriver avec cette intersaison côté madrilène, parce qu'il y a pas mal de choses à revoir. Du coup, il y avait un autre match ce soir. Et je parle pas de Newcastle Crystal Palace, parce que j'ai fait une petite vanne sur Twitter en disant, bon, c'est vrai que c'est une soirée de LDC, mais il y a un match de PL en retard. Newcastle Crystal Palace, j'ai dit, bon, bah tiens, pourquoi pas se poser devant. Et à la mi-temps, il y avait 4-0. Il y avait un 5ème but d'Isaac fantastique, doublé d'Harvey Barnes. Newcastle qui va jouer gros sur son sprint final. On va pas non plus les oublier, mais bien sûr, trêve de plaisanterie. On avait un autre match qui était très intéressant. C'était bien sûr ce Inter-Bayern, victoire 2-1 à la ligne Inter, qui est passé par pas mal d'émotions. Le but d'Harry Kane, du coup les deux équipes étaient à égalité. Deux buts coup sur corner de Lautaro, puis de Benjamin Pavard. Au passage, Pavard, lui, il a célébré. Vous savez, il y a deux théories. Soit contre son ancienne équipe, on fait sobre, on s'excuse comme ça. Soit on fait une célébration. Pavard, il y allait gaiement. Hein. On sent que voilà, il a laissé exploser. Après, bon, tu marques en quart de finale de Ligue des Champions à domicile. Voilà, on va pas non plus être trop critique là-dessus, et voilà, il a fait comme bon lui semble. Et du coup, on a cette égalisation d'Eric Dyer à 15-20 minutes de la fin. Eric Dyer qui réussit à mettre une espèce de tête enroulée dans un angle un peu impossible. C'est une très belle tête hein, qui met. Mais voilà, l'Inter, un peu comme à l'aller, a souffert. L'Inter a trouvé des ressources et l'Inter est qualifié en demi-finale. Donc j'aime bien cette équipe. Moi j'ai toujours apprécié le jeu développé par Inzaghi. Et au-delà du jeu, c'est aussi la tactique, la manière d'évoluer dans cette défense à 3, les pistons, le travail des trois milieux avec Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu. C'est vrai que le but de Dyer, pour ceux qui s'en souviennent, très bon, ça rappelle la tête de Vertonghen contre le Japon. Bien vu les boss. Est-ce que Kompany va être viré, demande Babidax? Je sais pas. Moi je pense que Kompany c'était peut-être pas un stand-by, mais c'était aussi un coup de poker. En sachant qu'évidemment la finale de la LDC est à Munich. Donc là ils ont perdu gros, hein, parce que évidemment quand t'es le Bayern, t'as envie de disputer.
évidemment, tu as envie d'aller en finale de Ligue des Champions, mais encore plus à la maison. Et c'est vrai que on peut retrouver pas mal d'éléments, soit positifs, soit négatifs. Je trouve quand même que ce qu'il a montré sur ce quart de finale contre l'Inter qui était favorite, avec des absents comme Musiala, Upamecano et Alphonso Davies, bah moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Et sincèrement, autant j'étais hyper dubitatif sur le choix parce que Compagnie, on rappelle, jeune coach qui a entraîné à Anderlecht, qui a entraîné à Burnley, top équipe en Championship, il est fait monter en PL, et la patatras, on a Burnley qui fait une pire saison. Après, vous savez que maintenant, les clubs promus de Championship ont beaucoup de mal à rester en Première Ligue, donc c'est pas que Burnley. Mais voilà, Burnley, c'est un peu ramassé. Pourtant, il a proposé beaucoup de belles choses en deuxième division. Et je pense que le Bayern s'est dit, bah tiens, si on lui donne un effectif dans un top effectif dans un championnat, qu'est-ce que ça donne? Et en plus, Compagnie, vécu des gros clubs européens, polyglotte, enfin, il a beaucoup d'avantages pour lui. Et sincèrement, j'étais là en mode, et je trouve que le Bayern, moi je préfère le Bayern de cette saison sous Compagnie que celui de l'an dernier sous Tourelle. Là, je vois une certaine patte d'un coach qui tente des choses. Il y a eu des intégrations qui sont super bien passées comme Olysée. Il y a des joueurs qu'il a remis à un excellent niveau comme Joshua Kimmich, même Upamecano avant cette blessure. La charnière avec Kim, je trouvais qu'elle était très très bien. Alphonso Davies était bien revenu. Kane était toujours aussi létal. Enfin, franchement, je trouve que c'était une équipe assez séduisante. Et voilà, là, ça n'a pas fait parce que tu as des blessés, que tu tombes contre une très bonne équipe de l'Inter. Mais je veux revoir Compagnie avec voilà toutes ses forces vives, un mercato, tout ça. Je pense qu'il peut réussir à construire quelque chose d'intéressant avec le Bayern. Après, on sait que le Bayern, c'est le club où des fois on n'est pas très patient. On peut virer Ancelotti en cours des saisons. On peut le faire aussi avec, comment il s'appelle, Nagelsmann. Enfin, voilà. Même si Compagnie, ça se passe bien, peut-être à tout moment, le board, il peut hop, appuyer sur le bouton rouge et au revoir, monsieur Compagnie. Mais moi, j'avoue que j'ai bien aimé le visage qu'a montré son équipe parce qu'encore une fois, il y avait pas mal d'absents. Et le Bayern a été protagoniste. Ils ont montré des belles choses dans le jeu. Là où tu as des regrets, c'est forcément le match aller parce que tu as l'occasion de Kane à 0-0. Il la met sur le poteau, il y a le but qui est ouvert. Et là, c'est la frustration. Mais sinon, ouais, aussi, dernier match de Ligue des Champions de notre ami, comment il s'appelle Thomas Müller. Hein. Ça aussi, c'est quand même hop, assez fou. Bon, désolé, Zarki, mais et je te bannis parce qu'on n'insulte pas sur le chat, mon cher. On ne prononce pas de tels propos sur le chat de Pipion. Ici, c'est un espace de discussion libre. Et voilà, désolé d'avoir été réactif. Tu m'envoies un DM sur... Bon, après, il peut pas m'entendre. J'allais dire, envoie-moi un DM sur Twitter. Peut-être je te rétablirai, mais évidemment, pas de mots vulgaires. Pas de mots vulgaires comme ça. Du coup, l'Inter, bah écoutez, on a un Lautaro qui est en feu. Cinquième match de suite qui marque en Ligue des Champions. Il est devenu meilleur buteur de l'Inter dans la coupe aux grandes oreilles. Quel joueur, t'as raison. Parce qu'il a tout. Il a la finition, il a l'aura, il a, comment dire aussi, le leadership qui parle pour lui, le placement, le jeu en une touche, la combinaison avec, la connexion avec ses coéquipiers. C'est vrai que Lautaro Martinez, alors, je sais pas si on peut dire sous-côté tout ça, parce que non, je pense pas qu'on puisse le mettre comme voilà un mec qu'on sous-estime, parce qu'on le connaît depuis longtemps, et sincèrement, c'est un joueur qu'on voit évoluer depuis pas mal de temps. Après, qu'on puisse peut-être le mettre un peu plus haut que voilà, peut-être juste cinquième, sixième attaquant de sa génération. Ça, je suis d'accord. Et après, il a marqué son 150e but en plus pour l'Inter. C'est pas le capital le plus fort, mais je trouve qu'il a quand même pas mal de moments marquants. Il a des Serie A. Il a emmené son équipe déjà en finale Ligue des Champions, là une demi-finale. Potentiel Ballon d'Or, tu me demandes Choupo, on l'a dit tout à l'heure. Je pense que si Lautaro fait le triplé avec Serie A, Coupe d'Italie, il y a la demi-retour contre le Milan et LDC, peut-être qu'il sera un beau candidat, parce que s'il marque en demi, en finale, enfin tu vois, s'il a encore des stats assez propres, ouais, je pense vraiment qu'il peut y arriver, quoi. C'est vrai que dans sa carrière, la Coupe du Monde 2022, elle a fait tâche, mais voilà, il est passé au travers.
Et c'est Alvarez qui a pris la relève. Mais voilà, c'était un peu l'image de l'attaquant contre l'Arabie Saoudite. Mais sinon, c'est vrai que tu disais, t'as une équipe d'Argentine qui est déjà avec beaucoup d'individualité. En plus, t'as un Lautaro qui tourne bien l'Inter. C'est vrai que normalement, sur le papier, ça aurait dû bien matcher. Et là, mais il a pris un peu sa revanche parce que la dernière Copa, il a beaucoup marqué. Il a été très très bon. Donc, je pense que ça lui fait du bien aussi en sélection d'avoir son moment marquant. Parce que voilà, la Coupe du Monde, quand tu la gagnes, mais que t'es pas bon et que tu te fais sortir, t'as peut-être un petit sentiment d'inachevé. Là, pour le coup, Copa América a été royal. Et bon, bah, maintenant, il reste plus qu'à peut-être prendre sa revanche sur lui-même lors du prochain mondial. Très surpris par son leadership, il est prêt à aller à la guerre avec toute son équipe. C'est ça. Je pense que quand t'as comme capitaine Lautaro Martinez, je ne connais pas ses discours dans le vestiaire, je sais pas comment il s'exprime. Ce serait intéressant de chercher s'il y a des extraits ou quoi. Mais je pense par contre que quand tu le vois évoluer sur le terrain, c'est un leader par le geste. Et c'est vrai que je pense qu'il t'emmène avec lui. C'est vrai que tu as envie de partir à la guerre avec ce gars-là et tu te dis, ça c'est mon capitaine, je suis content. Et ouais, c'est vrai qu'en plus, la célébration où il va près des supporters, la courva qui se hisse comme ça, ouais, ça fait des très très belles photos. Hein. Là, on a été gâtés, les amis, avec ça. Et voilà, l'Inter s'est fait quand même un petit peu peur, je trouve, par rapport au scénario. Et encore une fois, on se dit que le Barça, qui est une équipe qui peut très bien attaquer, va réussir à les bouger. C'est vrai que ça va être une demi-finale incroyable. Franchement, je me répète, hein, mais j'ai trop hâte d'y être. On va vraiment avoir un programme dantesque, les amis, parce que là, entre ce qui nous attend là, le PSG Arsenal, on aura 4 matchs qui vont être sincèrement hyper hyper forts, quoi. Ah bah écoute, on va poser la petite question. Hop, qui passe, Barça ou Inter? Hop. À mon avis, ça va être pas mal serré, mais peut-être que l'Inter va avoir son mot à dire. C'est vrai que l'Inter, c'est un peu comme le Barça. Ça, pour moi, ça peut peut-être servir au Barça s'ils vont avoir encore beaucoup de matchs. Tu vas à Bologne, qui est une bonne équipe, qui s'est bien relancée. Tu as la demi-retour. En fait, c'est ça, tu vas pas te reposer. T'auras pas. Là, c'est-à-dire que tu vas continuer d'enchaîner tous les 3 jours. C'est vrai que ces formats de demi-finale où tu joues aller-retour, quand t'as des joueurs qui sont en plus des internationaux, t'en as beaucoup. Et là, c'est vrai que en plus, tu peux pas te reposer. Parce que qui c'est qu'il y a derrière toi en championnat? T'as le Naples de ce bon vieux Conte qui, lui. Alors, lui, il est pépère, hein. Conte, qu'est-ce qu'il y a comme match? Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parme. En vrai, ils peuvent faire un sans faute, le Napoli. Par contre, si Conte est champion avec ce Naples-là, qui n'était pas européen et qui revient nulle part, franchement, c'est. Je parle pas d'exploit ou quoi, mais c'est une sacrée performance. Ça, pour le coup, on en reparlera parce que sa saison, avec ses soldats Lukaku, McTominay et tout, franchement, chapeau. Et du côté de l'Inter, t'as encore de la Lazio, t'as tes placements au Torino, c'est jamais évident, t'as réception de la Roma. Là, en vrai, si pour moi, là, tu prends 6 points contre ces deux adversaires-là, je pense que le titre, il sera pas loin. Il sera vraiment pas loin. Mais c'est vrai que pour l'Inter, t'as le calendrier qui est costaud, le fait que tu sois pas sûr du titre en Serie A, que faut voir un petit peu ce que Inzaghi va faire. Est-ce que ce week-end, par exemple, à Bologne, tu vas te permettre de reposer 2 3 joueurs? Peut-être, mais niveau rotation, ça va être un petit peu short. Hein. Waouh, ça va être quelque chose d'assez fou. Bah, juste après, on ira voir le calendrier du Barça, les gars. Ou alors on se le regarde maintenant. Allez, on se le regarde maintenant, comme ça c'est fait. Le Barça, ouais, bon, eux, vraiment, c'est un truc dantesque. 27 mars, 30 mars, 2 avril, 5 avril, 9, hop, 7 matchs en 19 jours. Comme je vous le dis, il faut être un malade pour imposer un tel calendrier. C'est pas possible. Et du coup, ouais, t'as donc le Celta Vigo, Mallorca. Ah ouais, oh, t'as la finale de coupe. Ah, oh là 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 là. Ah ouais. C'est vrai que là aussi, ça, ça picote pas mal, hein. Ça va être chaud, hein. C'est vrai que là, il te reste. Ouais. Attends, il te reste 10 matchs et on est déjà le 17 avril. Et potentiellement, t'en as un 11e qui se rajoute si tu vas en finale. Ça va être chaud pour eux, hein. Après, ce qui est bien, encore une fois, c'est qu'ils ont 4 points d'avance. Ils ont peut-être un joker. Un joker en sachant que
Est-ce que le Real va faire un perfect? Pas sûr. Donc peut-être tu auras deux jokers. Mais c'est sûr que là, l'enchaînement final, parce qu'évidemment, au final, tu es obligé de mettre tes meilleurs. Et 3 jours après, tu as l'Inter. Oh là 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 là, oh le mal de crâne. Waouh. Là, ça va être important, évidemment. La rotation, c'est comme l'Inter. Hein, ça va être important, la rotation, les choix. Les remplaçants, là, il va falloir faire le boulot. Hein, parce que là, il y aura du temps de jeu partout. Et ça risque d'être chaud, quoi. Qui passe, voilà. Qui passe, pour l'instant, on est à 50-50. 50-50 Inter-Barça. Ça va être redoutable. C'est vrai que t'as 4 matchs à la maison. Alors, 4 matchs à la maison, non, parce que le Barcelone-Real, il se joue à la Cartuja à Séville. Mais au moins, t'as des matchs à la maison, donc tu sais, tu limites tes déplacements. Allez, peut-être ça. Mais sinon, oui, là, Espagnol. Par exemple, Espagnol, tu fais 2 matchs à la maison et un autre à Barcelone. Donc là, tu peux être bien, mais c'est vrai que niveau calendrier dantesque, ça va être chaud. Bah, ton prono, moi j'ai dit que si je devais vraiment me mouiller, après je trouve que c'est tellement serré dans l'incertitude totale. Moi je me dis Barça vainqueur de la LDC, donc on va dire Barça. Mais c'est vrai que le retour à Giuseppe Meazza, il m'arrange pas dans mon histoire. Mais bon, on est là pour prendre des risques et puis au pire, y a pas mort d'homme quoi. C'est vrai que bah, tu sais quoi, on va aller sur le résumé on va aller sur le match évidemment du Barça pour enchaîner avec l'adversaire. Que dire de plus? C'est vrai que quelqu'un a parlé du match de Barella qui a été très très bon. Je suis bien d'accord avec toi. Di Marco qui est un peu tendre sur le but de Kane et on sait que Di Marco revient de blessure donc attention. Et après Carlos Augusto m'a apporté beaucoup de garanties contre le Bayern à l'aller donc pourquoi pas. Sommer encore il sort 1-2 et Sommer bah, en fait il est toujours très bon contre le Bayern. Un peu moins quand il joue là-bas, mais c'est un gardien qui aime bien se sublimer contre cette équipe. Mais ouais, tant que tu as cette équipe qui se connaît par cœur, et puis ouais, c'est des mecs qui évoluent ensemble depuis quand même pas mal de temps, ça aide à développer des automatismes, de temps en temps à sortir un ou deux mecs pour avoir cette possibilité de faire des différences, quoi. Donc là, c'est vrai que ça peut faire la différence. Ouais, voilà, sondage terminé, qui passe 50-50 Inter-Barça, donc on est vraiment pas rendu sur le coup. Évidemment, on va aller sur le match du Barça juste après. Je réafficherai les compos. J'ai vu pas mal de gens dire que c'était une bonne piqûre de rappel, que ça faisait du bien au Barça de perdre. Alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas perdu depuis longtemps, depuis décembre, que c'était positif, que voilà, ils se voyaient peut-être trop beau. En vrai, je suis pas pro-barcelonais, je suis pas anti-PSG, ce que je vais dire, mais les deux défaites d'hier, de mardi soir, je les distinguerai. Parce que le Barça, t'as quand même un gros enchaînement de matchs et ils se sont fait peut-être un peu acculés sur l'aspect physique. Regardez, il y a des joueurs qui ont terminé vraiment rôtis sur la pelouse, assis tout ça, à l'image de Rafinha. Et le PSG, on a pu voir qu'au cours du match, ils ont très bien démarré et après, ils ont fait preuve de suffisance. Je pense que le Barça a pas fait preuve de suffisance d'entrée, c'est juste que ils se sont fait rentrer dedans, quoi. Et ça, c'est le mérite, encore une fois, de Guirassy, de Dortmund, d'y avoir cru et de nous avoir apporté un petit frisson parce que c'est vrai qu'on se disait que ce Dortmund qui avait été totalement largué à l'aller, qui avait été qui est pas bon en championnat aussi, mais qui a quand même des joueurs un peu plus, Guirassy, Adeyemi, qui ça reste quand même pas mal. Même l'entrée de Duranville, elle est très très bonne. Le Dortmund a allé chercher le Barça où il fallait, mais j'ai pas vu un Barça en mode arrogant. Tu sais quoi? Je pense juste que physiquement, ça commence à tirer sur la corde, ils se sont fait rentrer dedans, et puis voilà. C'est là où Dortmund a eu bien raison d'insister parce qu'on a pu voir que c'est vrai que même les 5-10 premières minutes, Dortmund va à l'assaut, mais ça fait vraiment mal. Hein. On voit un Barça qui est, je vais pas dire dépassé, mais presque. Hein. Honnêtement, il y a une accumulation d'occasions sur le but de Chesney avec pas mal de difficultés. On peut voir aussi que, évidemment, dans cette histoire de rotation, de blessés, l'absence de Baldé, elle fait mal. À voir quand est-ce qu'il va revenir et s'il peut revenir à 100% très vite, parce que Gérard Martin, aïe aïe aïe, ça n'a pas envoyé les meilleurs signaux de garantie. Et Araujo, Ronald Araujo derrière. Araujo, depuis le fameux match contre le PSG, c'est vrai qu'il est passé loin dans la hiérarchie, il fallait plus titulaire, mais ça se comprend. C'est un mec qui t'apporte pas ce calme, cette sérénité. T'as l'impression qu'à tout moment, ça, vous savez, c'est la grenade. Elle peut dégoupiller et après, tu la lances un petit peu au hasard, sauf qu'avec Araujo, je suis pas sûr qu'elle
qu'elle tombe du côté de l'adversaire, quoi. Donc c'est là où ça peut être un petit danger pour Flick. Est-ce qu'il va avoir la marge de manœuvre par rapport à son banc, par rapport à son 11, par rapport aux blessures, pour avoir toujours un 11 performant? Je pense que non. Là, on a vu, il y a encore une dizaine de matchs à jouer. Ça va être tendu, hein. Ça va être sincèrement tendu. Après, il y a des joueurs qui, de temps en temps, je pense, peuvent faire des différences. Un Ferran Torres qui a un très bon ratio. Fermin, même si je trouve il a manqué dans la finition. On a vu le très bon retour de De Jong. Casado qui peut suppléer. Mais c'est vrai que je vais juste me remettre être sur le banc du Barça. Qu'est-ce que tu as un petit peu comme... Ouais, donc hier, tu avais Fermin. Tu avais peut-être, allez, on va dire Gavi pour reposer Pedri. Araujo, Martin. T'as Christensen. T'as Ansu Fati, mais c'est très très lointain. T'as Eric Garcia, c'est vrai. Eric Garcia qui peut bien suppléer et qui fait une saison plus qu'honorable. Dani Olmo, ça peut pas mal te servir, même si Olmo part peut-être pour être titulaire de temps en temps. Mais ouais, va pas falloir non plus être... Ça peut être vraiment tendu cette période, mais encore une fois, comme je vous le dis, j'ai pas envie de faire de ce match une vérité absolue en mode le Barça est super prenable, le Barça a laissé tomber l'affaire, tout ça. À mon avis, c'est juste que Dortmund l'aurait très bien rentré dedans, que physiquement, 7 matchs en 19 jours, ça commence à pas mal piocher, qu'il y a des joueurs dans la rotation qui sont pas au niveau des titulaires, et ça par contre, ça t'envoie peut-être un indice sur de futurs compos, que t'as pas beaucoup de flexibilité, de latitude pour faire des petits changements. Après, ça reste une équipe voilà, qui a essayé de gérer comme elle a pu. Ça s'est terminé sur une défaite et c'est jamais agréable voilà, de perdre. Mais au moins, ça te montre aussi que c'est un Barça qui peut avoir ses failles, qui peut avoir ses moments de doute, qui n'a pas un banc XXL et que l'enchaînement peut être un peu voilà, oppresser certains gars. Après, moi, comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé le match de Dortmund. Guirassy, 13 buts cette saison LDC. Alors, certains vont dire, ouais, il met que des pénaltys. Bon, ok, il y a des pénaltys, mais il n'y en a que 5. Et sinon, encore une fois, c'est Guirassy qui met 13 buts dans un Dortmund qui est un petit peu la tête à l'envers sur tous les tableaux. Lui aussi, il devait digérer un transfert. Il était parti voilà, de Stuttgart en ayant fait une top saison. Il devait confirmer, se dire bon, bah, c'est pas juste un one season wonder. Il le fait avec merveille. Il marque aussi en Bundesliga. Et par contre, pour le coup, Guirassy, autant je pense que l'an dernier, il n'était pas, vous savez, dans les 30 du Ballon d'Or, autant avec ça, je pense qu'il sera peut-être dans la liste. Parce que, après, je dis pas que Guirassy mérite de remporter le Ballon d'Or, évidemment, mais ça permet aussi de récompenser certaines carrières. Et voir un Guirassy, on a connu à l'époque, hein, Lille, Amiens, Rennes. Si on s'était dit que ce gars-là serait dans un top 30 Ballon d'Or, bah voilà, hein, c'est des fois des trajectoires comme ça on s'y attend pas forcément et je pense, oui c'est vrai qu'il a 2 matchs en plus, mais après voilà, il a été efficace, redoutable, il a marqué beaucoup de buts importants pour son équipe et je redis, hein, être un buteur qui tourne bien dans une équipe comme ça où t'as pas mal de plus que des lacunes, c'est quand même très très fort. Ouais, Kroos, même Svensson, j'aime beaucoup, recrue hivernale de cet hiver, arrivé de Scandinavie, qui a un vrai bon match, qui sort un vrai bon match. Adeyemi qui a fait 2-3 démarrages sur Koundé, lui pareil, hein, quand il a 100% physiquement, qu'il a ce truc, ce pétard pour démarrer, c'est vraiment, vraiment costaud. Après voilà, Dortmund, est-ce qu'ils vont pouvoir un petit peu se rattraper en championnat? Ça risque aussi d'être tendu, voilà, t'es 8ème, est-ce que la dernière place sera qualificative? Pas sûr, ça risque de jouer peut-être entre l'Espagne et l'Italie, donc attention, mais si voilà, ils ont que 4 points de retard, c'est quoi les derniers matchs? Tu fais Mönchengladbach, par contre tu fais beaucoup d'équipes, ouais, tu fais Leverkusen chaud, t'as Kiel, t'as Wolfsburg, t'as Hoffenheim, ouais, ça risque d'être Hoffenheim 14ème, Wolfsburg en vrai, c'est vrai qu'il y a Mönchengladbach qui est devant toi, si tu gagnes tu repasses devant, et après t'as d'autres matchs un peu chauds à négocier. Mais bon, c'est vrai quoi qu'il arrive pour Dortmund, ça a été une saison quand même super éprouvante. Hein. Eux, c'est waouh. Ils doivent vraiment tourner la page parce que ça a été compliqué dans tellement d'aspects. Ouais, après, moi j'aime bien Niko Kovac. Je sais qu'à Wolfsburg ça l'a pas fait, mais j'avais adoré le coach à Monaco. Et c'est le genre de match où je pense qu'il a bien compris que le football offensif à Dortmund pouvait lui apporter
un petit peu de répit et peut-être convaincre certains. Après, au match aller, il s'est fait détruire. Mais là, au moins, ce match, ça peut montrer que ouais, il peut réussir à mettre en place une équipe assez, assez séduisante. Et il faudra voir ce que ça donne. Après, voilà, on va voir un petit peu les prochains moments chauds pour le Barça. Il y a encore des créneaux, enfin des rendez-vous tellement déterminants. C'est une équipe qui nous a quand même régalé depuis le début de l'année. J'espère que cette avalanche de matchs va pas nous priver d'un Barça à 100% pour les dernières échéances, parce que je trouvais ça dur. Moi, moi, j'ai envie de voir un Barça en plein possession de ses moyens contre l'Inter, contre le Real pour les deux derniers classicos. À voir ce que ça donnera. Mais bon, là, on a vu déjà, il a reposé Pedri, c'est normal. Peut-être ce week-end, tu vois, tu verras peut-être un Yamal, un Rafinha sur le banc. Je pense que de temps en temps, il y aura un petit peu de ça. Oui, notre ami Google qui met Raphaël, évidemment, c'est Rafinha. Hein, c'est pas un joueur qui, comme ça, pop de manière inattendue. Je crois, les amis, qu'il nous reste un match à voir. C'est ce match qui s'est déroulé hier soir à Villa Park. À Villa Park, Aston Villa PSG. Peut-être le match, on se disait au bout de 20 minutes, bon bah là c'est fini. 20... Ouais, c'est quoi? C'est 2-0 à la 25e. Score cumulé 5-1. PSG qui se fait un petit peu titiller, mais qui est tellement fort en transition. Et tu vois que Nuno Mendes se retrouve avant-centre. Tu vois Hakimi qui suit très très bien la course. Là tu dis ok, là c'est vraiment une équipe qui en a dans le ventre. Et puis après, on a revu ce qu'on n'aime pas voir du côté du PSG, à savoir des moments de flottement, de la souffrance, peut-être de la suffisance. Je pense que le discours d'Ousmane Dembélé où il dit on s'est vu trop beau est vrai. Après, Dembélé il n'est pas exempt de tout reproche. L'action il met pas à Désiré Doué, évidemment elle est fâcheuse. On a vu un PSG qui a tremblé et qui est qualifié. Et ça reste aussi le discours, faut pas... C'est comme ce qu'on a dit pour le Barça par rapport à l'enchaînement de matchs. Il y a des choses à redire sur la perf du PSG Aston Villa. Elle va peut-être faire redescendre sur terre. Luis Enrique, ce matin, campus PSG à Poissy, 7h du mat, il a allumé son ordi, il a fait je ne sais combien de séquences vidéo pour voir ce qui n'a pas marché et tout. Je pense que débrief vidéo, parce que les joueurs du PSG avaient une journée de repos ce mercredi. Je pense qu'il va avoir pas mal de séquences un petit peu au remontage de bretelles, mais faut pas non plus faire de ce match retour à Aston Villa, comment dire, une espèce de montagne, genre ça y est, tous les problèmes sont revenus, ce PSG imparfait, tout ça. Non, c'est juste qu'Aston Villa a aussi cru en sa chance et a des joueurs de qualité pour bouger n'importe qui. On l'a pas forcément vu à l'aller, par contre au retour, quand tu as Rashford qui est dans cette forme-là, moi ça fait super plaisir, parce que Rashford, ça faisait un petit moment qu'il n'a pas eu un match comme ça, on s'est dit ok, ça c'est le Rashford qu'on connaît, qui a un truc à lui, quoi, qui est très très fort. Quand tu vois le match de Tillmans, de McGinn, la débauche d'énergie, quand tu vois certaines entrées peut-être tardives ou certains choix qui vont te laisser un petit peu du doute. Mais oui, le PSG est qualifié. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est que une aventure en Ligue des Champions, c'est rarement un long fleuve tranquille. Tu as toujours des matchs où tu vas prendre des buts, où tu vas avoir des temps faibles, parce que c'est l'élite du football, et que ces équipes, elles sont aussi des arguments pour te mettre dans le dur. Et même si on peut croire que PSG était largement favori contre Aston Villa, ce qui était le cas, cette équipe d'Aston Villa, elle a quand même montré beaucoup de sympathie, parce que c'est vrai que autant à l'aller, le plan d'Emery était, je vais pas dire bancal, mais bon, se contenter d'attendre, c'était peut-être pas la meilleure des choses. Autant là, je trouve qu'ils sont bien... Ils ont bien amené le PSG là où ils voulaient. Et après, là où je l'ai dit, c'est bizarre parce que à partir du but de Konsa à la 57e minute, ça redescend un petit peu en adrénaline, en furie. Et pourtant, je trouvais que c'était le moment parfait, la piqûre de morphine qui arrivait au bon moment. Il y a eu des occasions, celle d'Asensio, il y a eu Rashford, on a eu... Enfin, non, Rashford, c'est sur... c'est avant. T'as eu évidemment Madsen, mais je trouvais que, je l'ai dit, je m'en suis étonné, je trouvais que le public, j'ai pas envie de faire des leçons, mais je trouvais que le public de Villa Park a pas forcément été à la hauteur du moment. T'es à 3-2 à la maison contre le PSG, t'as remonté, il te manque plus qu'un but. Pour moi, ça doit être un bordel. Ton stade, ça doit être un volcan. Le PSG doit vraiment se sentir oppressé. À Liverpool, on l'a ressenti déjà sur des remontadas, tout ça. Me dites pas que c'est juste des
des stades anglais où c'est aseptisé. Non, non, il y a des stades qui savent le faire. St. James Park, quand le PSG perd 4-1, il y a une ambiance de zinzin. Et là, je sais pas ce qui s'est passé dans le public. Est-ce que c'est la faute du prince William qui a un petit peu éteint tout le monde? On se dit, bon, devant sa majesté, on va rester poli, sage. Mais je me dis vraiment, moi, si je vis un truc comme ça avec mon équipe, bah ouais, bien sûr que là, je suis en pétard, quoi. Là, c'est vraiment le moment où t'exploses. Donc ouais, c'est vrai que j'ai eu quelques petits trucs qui m'ont un peu interpellé sur le match de Villa et l'ambiance autour de ça. Sinon, encore une fois, sur le PSG, je le redis, c'est une équipe qui nous a montré de très belles choses dans sa manière de contre-attaquer, de se procurer des occasions, parce qu'on l'a dit, il y a Dembélé en rate, t'as Doué, t'as Gvara, enfin... Et après, oui, par exemple, si on parle des individualités, ouais, je suis d'accord avec toi, évidemment, Babidax, non, Dembélé doit pas être homme du match. Donnarumma, lui, pour le coup, qui a fait les arrêts qu'il faut, il en prend 3, par contre, t'as des arrêts spectaculaires, Asensio, t'as celui sur Rashford qui est très bon, il en sort une ou deux autres sur la fin. Et quand je dis sortir, c'est plus calmer et ces moments un petit peu chauds. Et Donnarumma, ça commence à faire pas mal de bons matchs où ouais, il s'est bien rattrapé de tout ça. La tête de Konsa, c'est vrai, qui est un petit peu lunaire dans ce sens. Oui, évidemment, il faut Brighton pour calculer l'ambiance de ce stade, faut rentrer. Ça, je suis bien d'accord avec toi, mon bon, mon bon Vince. Mais ouais, Donnarumma, entre le match dans le field, le City et un arrêt à Stuttgart, ça commence à faire pas mal de bons moments en Ligue des Champions cette saison. Il y a encore eu des défauts. Le match à Arsenal, le match à l'aller contre Liverpool. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne saison avec des champions pour lui. Et surtout, quand on connaît son passif, il avait besoin de ça. Parce que on a parlé de rumeurs de mercato, d'un petit intérêt pour un Lucas Chevalier. Donnarumma, il sait qu'il est sous pression. Et répondre sous pression comme ça, franchement, chapeau à lui. Sinon, oui, côté PSG, on a vu des joueurs réaliser leur pire performance de la saison. Enfin, un match sans pour Vitinha, pour Gvara qui a manqué un petit peu de justesse, Pacho, Marquinhos. Évidemment, Pacho, il y a le sauvetage à la fin, mais sinon sur le match c'est compliqué parce que voilà, il est fautif, même si je trouve que c'est voilà, il est sur les buts, il contre et après ça va dans le but, donc pas de bol. Par contre, Marquinhos, ouais, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est vraiment pas le joueur qui t'apporte le plus de sérénité. Et pourtant, je trouve qu'il fait dans l'ensemble une bonne saison, mais sur ces moments de Ligue des Champions, il manque encore le capital garanti que d'autres ont. Et je suis pas sûr qu'avec Marquinhos, tu l'aies indéfiniment. Après, bah voilà, s'il remporte la Ligue des Champions, s'il fait les top matchs, il fera démentir contre Arsenal et pourquoi pas en finale. Mais c'est vrai que ce PSG-là n'a pas hésité à la fête, hein. Je pense que ça a fait pas mal redescendre de monde sur Terre. Et c'est tant mieux. Et en plus, bah là, il y a une sacrée équipe qui s'avance parce que si on commence un tout petit peu à se projeter sur Arsenal, je pense que certains pouvaient se dire que le PSG était favori contre Arsenal. Là, pour le coup, va avoir un petit peu plus d'incertitude. Je pense qu'Arsenal peut vraiment bouger ce PSG. Dans l'autre sens, c'est possible. Et c'est vrai qu'on est... allez, si je devais dire un favori, je mettrais peut-être le PSG à 51-49, mais je trouve vraiment que c'est un match qui réserve pas mal d'inattendus, quoi. Ouais, pareil, hein. La sortie de Barcola, le pauvre Barcola qui faisait vraiment son match, qui avait bien pris la profondeur, qui était à l'initiative de pas mal de bonnes actions, qui sort parce que justement, il faut faire sortir un joueur pour faire entrer Doué, peut-être garder un peu plus le ballon et calmer ça. Il a été tributaire de la mauvaise performance des copains. Et c'est vrai que j'aurais peut-être plus fait sortir Gvara qui était dans un soir sans. Un soir sans, ça peut arriver, hein, même à des mecs comme ça qui nous ont montré l'étendue de leur talent lors du match aller depuis globalement leur arrivée au PSG. C'est un avertissement, mais je vous le redis, il ne faut pas non plus faire des centaines de conclusions sur ce match-là. J'estime que le PSG s'est fait peur. J'estime que voilà, le PSG a bien compris que pour gagner avec des champions, il fallait aussi pouvoir souffrir. Et là, ils ont été acculés. J'ai plutôt apprécié peut-être aller les quelques dernières minutes, ou même s'il y a eu des opportunités pour Villa, ils ont su calmer, garder les ballons. Par contre, oui, quand tu souffres, tu dois être capable de ne pas prendre 3 buts. Et le PSG, sur ces temps faibles, a été puni. Donc, soirée un petit peu avec pas mal de sentiments ambivalents. Mais tu es en demi-finale encore une fois. Il faut pas l'oublier. C'est une deuxième demi-finale pour Luis Enrique.
qui a progressé depuis l'an dernier par rapport au projet collectif, qui a changé pas mal de choses. Il y a des joueurs qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qui se sont sublimés, qui ont vraiment eu un apprentissage express du très haut niveau. Je pense à un Désiré Doué par exemple. Mais voilà, ça va être intéressant aussi contre Arsenal. Quelle attaque. Est-ce que tu vas tenter de mettre Barcola, la profondeur contre cet Arsenal-là? Pas sûr. Par contre, est-ce que tu dis que Barcola peut être ton super sub à 65e? Peut-être. Doué, son premier match titulaire, ça avait été Arsenal dans un rôle un peu, pas de faux neuf, mais devant, parce que souvenez-vous, Dembélé était arrivé en retard, du coup il y a eu une petite punition. Mais ouais, c'est vrai que ce match-là, sincèrement, on a très envie d'y être. Ça va être quelque chose. Ah oui, on a oublié évidemment l'événement de la soirée d'hier. C'est l'Europa League, la musique de l'Europa League qui s'invite juste pour faire plaisir à Unai Emery qui avait déjà préparé les mèches blondes caramélisées au bon souvenir de ces soirées du jeudi avec Séville et Villarreal. Lui, il attendait que ça et c'est vrai que ça a peut-être aidé. Après, voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé dans la sono de Villa Park. Voilà, moi encore une fois, j'insiste les gars, je suis pas plus inquiet que ça pour le PSG. Bonne piqûre de rappel. Bon retour sur Terre, comprendre que la LDC, ça va pas se gagner comme ça, et qu'il faut savoir aussi passer par des moments où tu vas devoir faire le dos rond. Contre Aston Villa, tu as été dominateur, on va dire, 125, 130 minutes sur les 180. Contre Arsenal, ça risque d'être un peu moins, et il faudra être capable de bien défendre contre une équipe qui peut te faire mal sur attaque placée, sur jeu rapide, sur coup de pied arrêté. Les coups de pied arrêtés, ce sera évidemment l'enjeu majeur pour les Gunners, parce qu'on sait que c'est une équipe qui a pas mal de bons artificiers ou de la taille pour reprendre, même si Gabriel sera pas là. On avait vu lors du match aller que ça avait été un défaut majeur. Enfin, le match aller, le match de phase de groupe, que ça avait été un petit peu le défaut du PSG. Après, voilà, ce match aller, qu'est-ce qu'on en retient? Parce que finalement, c'est vrai que ça s'était passé il y a un petit moment, quoi. Juste revoir peut-être les compos de l'époque. Ah, tu vois, la vérité du mois d'octobre n'est jamais celle du mois de mai. Ouais, t'avais Calafiori, Gabriel, et t'avais Trossard, Havertz. Donc tu vois, il y a quand même quelques joueurs plus. Ouais, l'attaque Kangin Désiré Doué qui fait son premier match. Enfin, va revenir, mais t'avais déjà, tu vois, au moins, allez, t'avais ta base de 8 joueurs. Donc, à partir de là, t'as pu bien bosser. Après, la domination au milieu de terrain, ça va être un gros enjeu. Et c'est pour ça que l'absence de Partey, elle peut favoriser ce PSG à l'Emirates, parce que t'auras un bulldozer en moins au mieux, enfin un sacré joueur qui ne sera pas de la partie. Vitinha va devoir se réveiller. Fabien Ruiz va être utile. Qui se qualifie? 50-50 PSG Arsenal. C'est quand même fou, hein. Les deux demi-finales, on a du 50-50 à chaque fois. Là, vous ne donnez pas trop d'indications, mais je peux comprendre parce que c'est aussi une tendance où on se dit que ce genre de match, ça peut être l'outsider qui passe, et ce serait tout à fait logique. Autant il y a certains matchs, on se dit, on le voit pas venir. Là, pour le coup, c'est vrai que on se dit qu'Arsenal et Inter, s'ils vont en finale, ce sera pas genre le truc extraordinaire qu'on a vécu en Ligue des Champions. Qui va remplacer Partey? On l'a dit tout à l'heure, normalement c'est Zinchenko selon la première tendance. Mais ouais, João Neves pour travailler face à Rice, tout ça, ça va être intéressant. Fabien Ruiz aussi pour l'équilibre, à voir. Mais je pense que ce PSG sera prêt. En plus, on va peut-être switcher leur match de Ligue 1. En plus, c'est contre Strasbourg. À Strasbourg, souvenez-vous, c'est le fameux match, on dit, ils peuvent perdre l'invincibilité en Ligue des Champions là-dessus. Donc ça peut se jouer là. Après, peut-être unpopular opinion ou pas, mais le fait d'avoir enlevé ce match contre Nantes, peut-être qu'au niveau du rythme, je sais pas si le PSG, ça les a avantagés ou pas. De pas jouer tous les 3 jours contre une équipe qui, elle, jouait tous les 3 jours et qui est à fond. Rice sera dispo. Rice, le carton jaune contre le Real a été enlevé parce qu'il n'y avait pas eu penalty. Donc, est-ce que finalement, il faut enlever ce match à Strasbourg? Surtout que Strasbourg, je pensais pas en début de saison faire une comparaison entre le Racing Club de Strasbourg-Alsace et Arsenal, mais niveau intensité,
c'est une équipe qui peut te proposer un défi assez intéressant, peut-être pas à la hauteur d'une top équipe de PL comme Arsenal. Pourquoi pas se mettre en condition là-dessus? Je ne sais pas. Mais à voir. Après, bon, évidemment, c'est entre les deux matchs, donc tu auras déjà eu ton petit indice. Mais est-ce qu'il faut vraiment passer par cette stratégie de demander à décaler à chaque fois? À voir ce que ça donnera. Bon, en tout cas, les amis, on arrive au bout de ce petit stream, petit débrief Ligue des Champions. C'était un plaisir pour moi de faire ça avec vous, comme toujours. Super content d'avoir échangé avec un chat toujours aussi attentif et vif. C'est vrai que demain, il y a l'OL. S'il y a grosse perf de Olympique Lyonnais et tout, je n'exclus pas de faire un débrief Europa League, ça fait longtemps. Donc pourquoi pas se retrouver si demain on voit Coco Tolisso comme ça triompher devant Garnacho qui pleure à Old Trafford, des larmes de rage, parce que voilà, on sait que pour United, il y a un besoin impératif d'aller au bout en Europa League pour que se qualifier en Ligue des Champions. Normalement, Onana sera titulaire. Ruben Amorim l'a annoncé en conférence de presse. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi ce live. Comme toujours, vous avez régalé. Je rappelle qu'on est disponible sur YouTube, Scipionista, pour retrouver toutes les petites vidéos, également en podcast, les dérivés de Scipion en formation FC, toutes les plateformes, on est présent. Je rajoute que demain, on est avec hors-jeu à midi pour faire le débrief Ligue des Champions, donc avec les copains. Donc voilà, si vous voulez me réentendre encore une fois sur de la LDC, je serai présent également avec l'équipe d'hors-jeu. Bonne soirée à tous, merci beaucoup les amis, et passez une bonne fin de semaine. Salut à tous.